Bonjour Yves, comment ça va? Comment s'est passée ta journée? Super. Donc, la semaine dernière, tu m'as parlé de tout ce que tu vis au quotidien depuis l'événement que tu as vécu en 2012, ou en 2014, pardon, mais aussi depuis l'appel récent dans le cadre de ton emploi. Aujourd'hui, moi, je pense que ce serait intéressant de t'expliquer un peu comment cet événement a pu t'affecter ainsi. Est-ce que tu te sens prêt avant un peu qu'on parle de plus en plus profondeur de la situation et des réactions que tu as eues depuis? OK. Donc, pour commencer, moi, j'aimerais aborder les réactions que tu m'as mentionnées. Ces réactions-là viennent du stress que tu as vécu lors de l'événement. Puis le stress, à la base, c'est une émotion qui sert à notre survie. En fait, ça sert à nous protéger d'une situation de danger. Donc, dans ton cas, tu as été témoin d'une mort, d'un suicide. C'est une situation dangereuse. C'est très normal. Alors, de l'apercevoir comme ça. Donc, vu que ton cerveau a perçu ça comme une situation dangereuse, tes réactions sont normales. C'est juste la situation qui est anormale. Donc, là, maintenant, j'aimerais t'expliquer un peu. Les réactions peuvent être assemblées en comme quatre catégories de symptômes du trouble du stress post-traumatique, le TSPT. Donc, la première catégorie, c'est les reviviscences. Les reviviscences, essentiellement, c'est juste toutes les réactions que tu peux avoir en lien avec des rappels de l'événement, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, là, puis qui vont t'amener de la détresse. Donc, dans ton cas, justement, quand tu vois un soulier qui est un rappel extérieur, ça te fait avoir des flashbacks des fois. Sinon, ben, juste le fait de voir la petite au quotidien dans ta journée, c'est une reviviscence aussi. Donc, ces rappels intrusifs-là, ils ont une fonction, puis ça va être, dans le fond, ton cerveau qui essaye de mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, il va te faire revivre la situation parce qu'il a détecté une menace, mais il n'a pas encore réussi à la digérer tout à fait. Donc, la deuxième catégorie, c'est celle de l'évitement. L'évitement, c'est toutes les actions qu'on peut faire pour essayer de s'éloigner de tous les rappels, mais aussi de la douleur que ça nous amène. Donc, on peut essayer d'éviter des endroits, des conversations, mais aussi des émotions puis des souvenirs. Donc, tout ça, ça va servir à avoir une petite pause de toute la souffrance qui va t'accaparer. Donc, dans ton cas, puis dans celui de plusieurs autres personnes aussi, là, de ce que tu me dis, ben, l'alcool, c'est une manière d'éviter de vivre la douleur associée à l'événement, éviter les pensées de la petite fille, parce que pendant quelques instants, ben, on oublie ce qui s'est passé, puis ça ne nous consomme pas autant. Est-ce que tu me suis toujours? OK. La troisième catégorie de réactions, c'est celle des changements dans l'humeur et les croyances. Ça va ressembler à une humeur qui est plus négative envers le monde ou envers toi-même aussi. Donc, dans ton cas, je pense que ça t'est arrivé d'être fâché contre la petite parce que tu trouvais qu'elle était toujours dans tes pensées, elle encombrait tes pensées, ou même de blâmer toi-même de ne pas avoir été capable de la sauver. Ces réactions-là, ils vont comme servir à créer une distance entre toi puis entre le monde, puis ça donne un peu un contrôle sur ce qui se passe dans ta vie. Pour finir, il y a la catégorie de l'hyper-éveil. Ça, c'est l'état d'alerte constant là, de ton corps, comme si tu étais toujours en danger. Tu m'as mentionné être alerte quand tu entends des enfants crier, même quand ils ont du plaisir. Dans le fond, c'est un peu c'est comme si tu es toujours prêt à intervenir. C'est aussi ça, dans le fond, que tu vis quand tu as de la difficulté à dormir. C'est une fonction, dans le fond, de te rendre alerte à tout moment dans le cas qu'il y aurait un danger pour réagir le plus vite possible. Donc, s'il y a une situation de danger réel, c'est une manière de te protéger. Sauf que là, la situation n'est pas réellement dangereuse, mais comme l'événement traumatique qui te reste en tête, c'est comme si tu te sentais toujours en danger. Est-ce que ça fait du sens pour toi, tout ça? Donc maintenant, je me doute que tu te demandes quand même comment ces réactions-là se sont développées dans ta vie. Donc moi, je te suggère de l'illustrer à l'aide d'une structure de peur. Dans le fond, c'est un schéma qui va mettre en image les liens que ton cerveau fait entre plusieurs éléments pour expliquer la réaction de peur que tu as au quotidien. Donc, je vais te présenter une situation où une femme a été témoin d'une explosion de barbecue sur son voisin qui a été, lui, brûlé au troisième degré. Donc, dans le cas de la réaction de peur saine et adaptative, la femme, elle se dirait que l'explosion ici et les brûlures, c'est associé au danger. Donc, elle va faire des liens peut-être avec le barbecue et l'odeur de viande, le bruit et l'explosion, puis le balcon parce que c'était l'endroit où est-ce qu'elle était quand c'est arrivé, mais sans plus. Donc, dans une situation qui, au contraire, post-traumatique, ben, la même femme, elle associerait aussi les éléments externes, comme on a mis, au danger, parce que ces éléments-là étaient présents lors de l'événement. Dans ton cas, une réaction de peur normale à la situation de la petite, ça serait d'avoir vécu de l'inconfort en la voyant, mais aussi d'associer la pendaison et la mort au danger. Donc, ça, c'est les liens qui sont en noir. Les liens plus pathologiques là, qui montrent que tu as une certaine difficulté d'adaptation, ça serait par exemple sur en rouge. Donc, ça pourrait être le fait de se blâmer malgré l'impossibilité de sauver la petite ici. Ou sinon, le fait d'avoir une réaction de peur, donc associer le danger au soulier de sport. C'est donc une généralisation de la peur que tu as vécue dans l'événement
aux éléments qui sont externes à l'événement en tant que tel, le vrai danger qui est la mort. Est-ce que ça semble plus clair pour toi? Donc maintenant, si on veut aller de l'avant, moi j'aimerais aborder les raisons qui font en sorte que les réactions que tu vis continuent d'arriver dans ton quotidien. Donc pour ça, j'aimerais t'expliquer un modèle de conditionnement de la peur. Dans le cas du TSPT, le conditionnement classique, c'est un apprentissage des réactions de peur dont on a parlé plus tôt. Donc, pour réutiliser l'exemple de la structure de peur, bien, ça se pourrait que le soulier, qui est un stimulus qui est à la base neutre, soit associé au danger parce que on a fait le lien avec la jeune fille pendue, qui est l'événement traumatique, qui est le stimulus inconditionnel. Puis ça va amener la réponse de peur. Avec cette association-là, ben, ça se pourrait que le soulier devienne un stimulus conditionnel. Donc, le fait simple d'avoir vu le soulier, ça va générer la réaction anxieuse directement. Avec le temps, la peur vécue en lien avec le stimulus du soulier, ça pourrait se transmettre à d'autres stimuli associés au soulier. Donc, par exemple, on pourrait commencer à ressentir l'anxiété en pensant à faire de la course. Fait que même si la course n'est pas associée à l'événement traumatique, vu qu'on a généralisé la peur de la pendaison à la peur du soulier, à la peur de la course, puis ça a un effet de maintien puis même d'aggravation de la peur. Dans ton cas, moi, je pense à la peur que tu peux ressentir en pensant à l'école primaire. Donc, c'est la peur qui a été associée à l'enfant. Donc, la pendaison a été associée à l'enfant a été associé à l'école primaire et au cri d'enfant. En plus de tout ça, il y a une autre forme de conditionnement qui s'appelle le conditionnement opérant. Puis dans cela, au lieu d'associer un stimulus à une réaction, on va associer un comportement à une conséquence. Donc, ça va faire tendance qu'on va continuer ou non à adopter ce comportement-là. C'est un peu l'idée du renforcement négatif. Donc, ce qui arrive quand on retire une conséquence désagréable, justement, c'est qu'on va renforcer le comportement. Pour le TSPT, ben, c'est surtout quand on va éviter de passer devant une école, on va retirer momentanément la conséquence de ressentir l'inconfort. Donc, le fait d'avoir diminué l'anxiété qu'on aurait vécue si on était passé devant l'école, si on s'était exposé à cet endroit-là, ça nous donne envie de continuer à l'éviter. Puis c'est la même chose qui va se passer quand on va choisir de consommer. L'alcool, ça va nous permettre d'éviter une douleur extrême qui est associée au fait de penser à la situation traumatique. Puis le soulagement qu'on a en ne pensant plus en ça, ça va nous donner le goût, en fait, de plus en plus consommer, plus en plus éviter. Donc, en réalité, même si ça nous apporte un soulagement qui est bref, ça va nous éloigner de plus en plus de l'objectif qui va être de surmonter la peur associée à l'événement, parce qu'on n'y fait jamais face. Donc, ça finit plutôt par maintenir cette peur-là. On s'expose jamais aux stimuli conditionnels qui, eux, ne font pas peur au début. Donc, ça va maintenir notre perception que le soulier, par exemple, est dangereux. Donc, ça va faire en sorte qu'on va tolérer de moins en moins le stress, puis que les stimuli à la base neutre vont commencer à nous affecter de plus en plus. Donc, dans ton cas, si tu souhaites ne plus voir la petite dans ton quotidien, l'usage d'alcool, il fait juste soulager la douleur à court terme, mais ça a des effets aggravants à long terme. Fait que même si je sais que c'est très, très, très difficile, pour vivre un soulagement qui est plus fort et qui va rester dans le temps, il va falloir faire face aux émotions négatives, accepter la peur, puis l'apprivoiser. Donc, finalement, c'est important de savoir là, que tout le monde a des facteurs différents qui vont être personnels ou dans leur environnement, qui vont faire en sorte que soit quelqu'un va être plus mis à risque de vivre des difficultés, ou au contraire, ils vont plus être protégés de ces risques-là. Donc, dans le cas du TSPT, on va catégoriser ça en trois temps. Donc, il va y avoir les facteurs avant l'événement potentiel traumatique. Donc, ça, c'est les pré-traumatiques. Il va y avoir les facteurs péritraumatiques, ceux qui sont là au moment du déclencheur, donc de l'événement. Puis les post-traumatiques, eux, sont là après l'événement. Certains de ces facteurs-là vont venir contribuer au maintien des difficultés. C'est sur cela qu'on va essayer d'aller travailler pour retrouver un équilibre de vie. Donc, si on se concentre sur les facteurs prédisposants, on va voir que dans le cadre de ton emploi, tu es plus à risque de développer un TSPT parce que tu as plus d'exposition prolongée et à plus grande fréquence que la moyenne à des événements à potentiel traumatique. D'un côté plus positif, tu as aussi des facteurs de protection comme le soutien de ton entourage, dont Marlène qui est alcoolique depuis 7 ans, ou ta fille aussi. Mais là, tu vas sûrement te demander pourquoi tout ça, ça ressort aujourd'hui, pourquoi pas il y a 2 ans. Mais ce qui t'amène à consulter aujourd'hui, c'est que l'élément déclencheur de l'appel de l'homme pendu récemment, là. Donc cet élément-là, ça t'a probablement rappelé ce qui s'est passé en 2014. Ça a fait ressortir toute la douleur que tu gardes en toi depuis ce jour-là.
Dans le moment de l'appel de l'homme pendu, là, c'est peut-être ça qui t'a fait figer. Le fait de figer, justement, c'est un facteur de risque durant l'événement parce que ça peut te donner un peu, ça peut te faire sentir comme si tu aurais dû faire plus alors que c'est pas en ton contrôle. Donc, c'est vraiment difficile et confrontant ce que tu as vu en 2014. C'est très normal si c'est difficile en ce moment de se réadapter après ça. Donc, l'appel de l'homme pendu, là, ça a aussi un niveau de sévérité en plus qui est similaire à celui que tu as vu en 2014. Un suicide, c'est extrêmement difficile à voir. Donc, c'est important que tu gardes ça en considération aussi. Fait que moi, je terminerai rapidement là, juste avec les facteurs qui sont dans ta vie après le déclencheur. Je sais que ça commence à être un petit peu lourd, là. Je veux juste m'assurer, est-ce que c'est correct? Est-ce que tu te sens encore prêt à continuer? OK. Les facteurs les plus importants là, qui font en sorte de maintenir une réaction qui n'est pas adaptée à l'événement, ben, on en a parlé plus tôt, mais ça va inclure la consommation d'alcool, qui est une manière d'éviter momentanément la douleur. L'évitement aussi des enfants dans la cour d'école. Ça va t'amener aussi à éviter ta fille parce que c'est un enfant, puis au final, à t'isoler du monde. Puis en combinant ça au fait que tu as peur d'être perçu comme faible, ben, ça fait que tu gardes tout ça en toi. Puis quand tu t'isoles comme ça fait que tu peux pas bénéficier de l'aide et du soutien des autres. Puis c'est pour ça que justement, quand tu as pris le courage d'en parler à Marlène, elle a su te soutenir. Ça, c'était un facteur de protection. Mais aussi, elle te dit qu'il fallait absolument que tu consultes. Puis au final, ben, la demande d'aide que tu as faite là, au centre d'aide des employés euh, et le soutien de la part de ton entourage, c'est vraiment ce qui va le plus te protéger puis te permettre d'aller retrouver les habitudes de vie que tu avais avant. Mais en plus de ça, ben, tu vas avoir en toi cette force supplémentaire-là parce que tu as vécu quelque chose de difficile. Je tiens vraiment à te féliciter sincèrement pour les efforts que tu fais. C'est vraiment pas facile, mais c'est la bonne chose à faire pour toi, pour ton futur, pour ta réhabilitation. Donc, moi, c'est ça qui conclurait la rencontre d'aujourd'hui. J'aimerais savoir comment tu te sens après tout ça. Est-ce que ça t'a mis un peu plus en confiance pour ce qui t'attend? OK. Donc, merci vraiment beaucoup pour ta collaboration. Je te souhaite une bonne journée.